Bonjour à tous, bienvenue pour cette passerelle que nous consacrons à l'inclusion numérique. Nous l'avons intitulée « Les intenables fractures numériques, à les comprendre, les contenir, les abolir ». Un Français sur 5 est éloigné du numérique aujourd'hui et bien évidemment cela a l'impact dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle parce qu'aujourd'hui, vous le savez, pour pouvoir se soigner, pour se cultiver, pour profiter du e-commerce, tout passe par le numérique, en tout cas beaucoup. Nous allons aujourd'hui évoquer avec les experts qui sont sur le plateau les initiatives et les dispositifs sur notre territoire et en France qui sont à l'œuvre pour pouvoir lutter contre la difficulté des Français à se rapprocher du numérique. Et nous allons le faire parce qu'il y a une véritable urgence. Une urgence que Alain Anziani, le président de la métropole, évoquait justement aujourd'hui dans la tribune qu'il a pu produire dans Sud-Ouest, dans laquelle il évoquait quasiment un quart monde numérique. Nous allons dans un esprit de co-construction avec les experts que je vais vous présenter aujourd'hui, nous avons imaginé cette table ronde afin de pouvoir évoquer la richesse des territoires, pour pouvoir nous réunir et réfléchir ensemble à la richesse de l'intelligence collective sur le sujet donc de l'inclusion numérique et nous permettre évidemment d'avancer ensemble grâce à des retours d'expérience des réussis, concrets et mesurables et réplicables. Je vais donc vous présenter les experts qui sont à mes côtés, en commençant donc à ma gauche, Elisabeth Lefaucheur, bonjour. Vous êtes chef de projet inclusion numérique et accès au droit pour Brest Métropole et Ville, à la direction de la proximité de la ville de Brest, qui est engagée depuis plus de 20 ans dans l'e-inclusion et vous êtes co-animateur du projet métropolitain accès au droit et inclusion numérique. Bienvenue parmi nous. Pierre Mazet, vous êtes chercheur en sciences sociales, spécialiste des usages numériques. Vous êtes associé au Lab Access, un projet de recherche-action autour des questions de l'accès aux droits et aux services publics dans un contexte de dématérialisation. Vous allez notamment nous faire une introduction qui va poser le sujet. Et Anne-Claire Dubreuil, qui est juste à ma droite, bonjour. Bonjour. Directrice de projet transformation numérique à la communauté d'agglomération du Sicoval, département de la Haute-Garonne, 36 communes, 80 000 habitants au sud-est de Toulouse. Céline Colucci, enfin, qui est à ma droite, déléguée générale du réseau des territoires innovants, les interconnectés, qui est l'association nationale qui accompagne à la transformation numérique les collectivités via de nombreux dispositifs qu'on va évoquer ensemble, comme les sessions de formation territoire prod sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure. Last but not least, Antoine Bidegain, adjoint au directeur général en charge du territoire digital et connecté de Bordeaux Métropole. C'est donc dans votre périmètre, Antoine, que se trouve l'action inclusion numérique pour Bordeaux Métropole. Bonsoir. Pierre Mazet, nous allons donc commencer avec vous. Je rappelle que vous êtes chercheur en sciences sociales et j'ai envie de vous demander pour commencer de nous préciser, de nous donner une définition, votre définition de l'inclusion numérique et puis ensuite de voir quels sont les grands enjeux que vous avez pu flécher. Oui, alors merci de l'invitation. Pour le coup, je ne vais pas vous donner ma définition parce qu'elle n'est pas très intéressante, mais essayer dans le court temps qui m'est dévolu de faire état un peu des conceptions différenciées qu'il peut y avoir de cette inclusion numérique et puis de voir un peu les enjeux qui y sont rattachés. Ce qu'on note historiquement quand on regarde un peu les appréhensions ou les compréhensions de ce que c'est que l'inclusion numérique, ce qui est recouvert là-dessous à travers les programmes publics, les actions qui sont mises en place, la prise de conscience de l'action publique sur ces questions-là, c'est qu'on a une manière de gradation entre deux pôles qui irait du quart-monde dont on parlait tout à l'heure, de personnes extrêmement déconnectées, dont on s'est rendu compte qu'elles avaient en particulier besoin d'être accompagnées pour des démarches administratives en ligne. Et puis à l'autre bout, on aurait du numérique émancipatoire qui augmente les capacités
de vie sociale des individus et qui passe par du numérique du quotidien, des compétences numériques. Donc on a, de fait, les pouvoirs publics ou les textes définissent généralement assez peu ce qu'ils entendent par conception numérique, par inclusion numérique, pardon. Et on a voilà, comme ça une gradation qui peut être parfois de manière sous-jacente, implicite ou pas. On pense surtout à accompagner les gens à faire leur déclaration en ligne, où on a pour objectif de faire monter en compétences numériques une partie de la population. C'est pas du tout quelque chose qui est stabilisé, même si tout le monde comprend ça. Et c'est souvent un enjeu très fort, en l'occurrence, quand on regarde l'action publique. Et je pense que nos retours d'expérience vont pouvoir préciser ça, de savoir un peu de quoi on cause quand on parle d'inclusion numérique, c'est un enjeu fort et premier. Cette gradation, on la retrouve dans la stratégie pour un numérique inclusif qui est un texte qui a un peu lancé la prise de conscience de l'État, on va dire, sur les questions d'inclusion numérique et de numérique inclusif en 2018. Et ça constitue les 3 piliers du dispositif des conseillers numériques France Service qui vont être mis en place et déployés, accompagner des démarches administratives, le numérique du quotidien et la montée en compétences numériques. Elles ne sont pas exclusives, ces notions, mais elles engagent des programmes d'action qui sont assez différents, avec des chaînes d'acteurs très différents, des temporalités très différentes. Monter en compétences numériques, c'est plus long, a priori. Ça suppose un tour d'apprentissage qui est bien plus long que aider quelqu'un qui a une démarche administrative à faire. Ça peut être un moment ad hoc et assez rapide. Quand on regarde aussi l'inclusion numérique, ce qui apparaît de manière assez claire, c'est que c'est beaucoup plus simple de définir des actions de lutte contre l'exclusion numérique et de dire en quoi consiste l'exclusion numérique que de dire positivement en quoi consiste l'inclusion numérique. Jusqu'où on va dans ce qu'on considère être un inclus numérique. Est-ce qu'il faut simplement savoir utiliser son smartphone, faire sa déclaration en ligne et puis jouer sur des jeux en ligne ou utiliser des réseaux sociaux, ou est-ce qu'on demande que les gens sachent coder, être créatifs, comprennent ce que c'est que la structuration d'Internet, la traçabilité des données ou autre. Et pour le coup, là, on a un peu une limite qui est, voilà, qu'est-ce que ça veut dire en tant que sociologue, être inclus numériquement, ça renvoie à des normes, et ce travail de définition de la norme, il n'est pas toujours simple à faire, même s'il y a des compétences numériques et des référentiels qui existent. Ça renvoie aussi à une autre chose qui est qu'il y a une idée un peu préconçue qu'on serait inclus numériquement ou exclu numériquement de manière définitive. Or, tous les travaux de recherche le disent et le répètent, et puis ceux qui travaillent la médiation numérique le savent bien, on passe notre temps à être décroché et raccroché à une évolution des outils numériques. Le numérique ne s'arrête pas, c'est pas le vélo. Il y a des évolutions, des nouveaux programmes, des logiciels, des applications. Enfin voilà, je ne vous fais pas tout sorti Covid et le reste, mais on se rend compte de tas de sujets tout le temps et le numérique ne s'arrête pas. Du coup, on passe notre temps à se raccrocher à des usages numériques. Ça concerne moins ceux qui sont totalement en dehors ou très éloignés. Mais de fait, c'est difficile de poser une norme de vous êtes inclus numériquement, parce que si vous arrêtez pendant un an, il y a de fortes chances que vous soyez complètement perdu dans les usages et le monde numérique. L'autre chose qui est caractéristique en France, c'est qu'il y a quand même une prééminence et un accent qui est mis sur l'inclusion numérique comme accompagnement aux démarches en ligne, parce qu'il y a eu un mouvement de dématérialisation des services publics très rapide, très fort, très massif, qui s'est fait sans beaucoup d'anticipation et qui a généré un besoin d'aide des gens qui est remonté de tous les acteurs de terrain. La prise de conscience des rapports et des usages numériques des Français, elle s'est faite quand même beaucoup après un mouvement de dématérialisation des services publics qui au début était une proposition d'un canal de communication pour faire ces démarches. On avait le choix de faire sa déclaration d'impôt depuis 2007 en ligne et on avait 30 € à l'obligation de le faire. Et ça s'est fait pas très progressivement, ça s'est fait assez rapidement. Donc beaucoup de gens se sont retrouvés dans l'obligation de faire leur démarche administrative en ligne, donc de maîtriser l'usage, d'être connecté, d'avoir le matériel approprié, de se repérer dans les interfaces, alors qu'ils ne savaient pas forcément faire, qu'ils n'avaient pas envie de faire, que ce n'étaient pas les canaux de communication qu'ils utilisaient, etc. Et pour ce qui concerne des services publics, des actes administratifs, on n'a pas la possibilité de ne pas faire. On n'est pas obligé d'utiliser Facebook ou de poser un post sur un restaurant qu'on a bien aimé sur un site que je ne citerai pas. Par contre, si on veut faire sa déclaration d'impôt aujourd'hui, on n'a plus le choix de faire autrement. Donc il n'y a pas de possibilité d'exit, on dit, ce qui fait que ça a généré un besoin et des demandes très très fortes qui sont remontées par le terrain de la part d'acteurs très différenciés. Et pour le coup, je pense Elisabeth pourra en parler après, les acteurs de la médiation numérique, comme ceux des bibliothèques, des médiathèques, de l'action sociale, du travail social, des associations, se sont retrouvés avec des demandes d'accompagnement aux démarches en ligne massives. Et de nouveaux publics. De publics assez différenciés ou pas, ça dépend un peu des lieux où on regarde, mais pour le coup de la part d'acteurs très différents et qui ne se connaissent pas forcément entre eux. C'est d'ailleurs pas les mêmes publics qui vont demander de l'aide à une bibliothèque qu'au Secours catholique ou à Emmaüs Connect quand il existe. Et ça voilà, c'est un effet assez massif qui fait qu'il y a eu une prise de conscience qui est vraiment venue par le terrain, par on a trop de demandes, on ne sait pas faire, on sait faire mais ce n'est pas notre travail, etc. On verra ce que ça produit derrière. L'autre chose qui est manifeste là-dessus, c'est que ça a obligé aussi beaucoup de professionnels à accompagner les gens
sur des outils en ligne qu'ils ne maîtrisaient pas forcément. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais l'un des effets de la dématérialisation, c'est d'obliger aussi les professionnels qui accompagnent les démarches administratives, mais pas que, à maîtriser ces outils numériques. On se rend bien compte qu'il y a un fort besoin de former les professionnels aussi, et pas simplement les usagers, pour qui les accompagner, mais qui aussi les orienter vers des acteurs qui pourront les accompagner ou les faire monter en compétences. Peut-être préciser pour ceux qui nous regardent que vous connaissez bien cette question de la souffrance des agents et de ceux qui accompagnent de manière générale, parce que vous formez, vous accompagnez sur le terrain. Donc vous avez à la fois le regard de l'expert et du chercheur et en même temps de celui qui accompagne et qui entend cette souffrance-là. Oui, qu'on a beaucoup. Alors dans le travail social en particulier, pour le coup, il y a eu beaucoup de questions qui sont posées où les travailleurs sociaux se demandaient, qui sont traditionnellement ceux qui fondent l'accès au droit, si c'était leur travail de faire ça, qui était parfois en situation d'inconfort et de malaise parce que ne maîtrisant pas très bien, en se demandant si ça faisait partie de leur travail ou pas. Et tout l'enjeu de la définition du périmètre de son intervention, elle est sortie très fortement. On voit que ça commence à bouger, mais il a fallu du temps, parce que les travailleurs sociaux n'ont pas été formés à ça, de la même façon que les agents administratifs ou les secrétariats d'accueil dans des secrétariats de mairie ou autres, n'ont à aucun moment une formation sur Internet ou des outils. On avait des formations à la bureautique, on sait utiliser un ordinateur, mais les outils numériques ne font partie d'aucun plan de formation, ni en travail social, ni dans les agents publics ou autres. On voit que ça change. Voilà, c'est en voie d'évolution, qu'il y a des financements qui ont été débloqués pour, et que c'est des choses qui sont maintenant un peu pensées. L'autre chose qu'on a vu aussi émerger pour le coup très fortement en réponse à ces problèmes de non-connexion des usagers et de difficultés d'accès au droit, c'est la réémergence sous une autre forme de la notion d'autonomie. C'est-à-dire qu'en face de l'inclusion numérique, très souvent les collectivités ont mis il faut autonomiser les usagers. Parce qu'il ne faut pas qu'ils reviennent tout le temps, il ne faut pas qu'on fasse à leur place. Il y a tout le discours des politiques sociales, de la responsabilisation des individus, mais avec ce terme très peu défini de l'autonomie numérique, dont on ne sait pas très bien de quoi elle est fichue. Pour moi, être autonome numériquement, c'est être capable de coder et d'utiliser des systèmes d'exploitation libres. Je ne sais pas le faire. Voilà. Et par contre, j'arrive à faire ma télédéclaration en ligne. Et du coup, on voit qu'il y a une déclinaison sur le numérique d'un discours d'activation qu'on voit dans les politiques sociales depuis 30 ou 40 ans, mais qui n'était pas du tout pensé. Autant il était pensé en régime de politique sociale, on voyait à peu près ce que ça voulait dire, autant ceux qui exigeaient que les usagers soient autonomes, très souvent ne savaient même pas ce que ça voulait dire d'être autonome numériquement. Et on voit que voilà, c'est un peu un serpent de mer, ça monte et ça descend de temps en temps. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est très rapidement la place des organismes qui dématérialisent. Pourtant, je pensais avoir fait court. Très souvent, quand on parle d'inclusion numérique, on se rend compte qu'il y a une forte demande qui est due aux démarches en ligne et on regarde assez peu quels sont les organismes qui obligent les gens à faire ça. C'est ce que j'appelle les exigences numériques, c'est-à-dire que les services publics ont créé la norme de ce que les gens devaient être capables de faire pour faire leur démarche. Sans beaucoup de concertation avec pas grand monde, c'est-à-dire sans savoir si les usagers étaient capables de le faire ou pas, mais avec beaucoup d'effets derrière. Dans l'inclusion numérique, on est beaucoup sur qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser tout ça. On interroge assez plus ce qui se passe en amont, c'est-à-dire là où on produit de l'excision numérique pour un certain nombre de personnes. Et ça me paraît important de le dire, parce que du coup, il n'y a pas de travail sur les interfaces. C'est-à-dire qu'on n'associe pas les personnes les plus éloignées à qu'est-ce qui marche en termes d'ergonomie ou pas. Il y a très peu d'informations qui est dispensée à la direction de ceux qui accompagnent les gens à ça. C'est-à-dire que la plupart de ceux qui accompagnent découvrent en accompagnant les gens qu'une interface a changé. Et pour le coup, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour engager les gens vers un processus positif, un peu des apprentissages. Oui, quand après il s'agit de pouvoir les accompagner vers de la formation, par exemple, quand ils ont été rebutés parce qu'en difficulté, ça devient un peu rédhibitoire. Ça fait une mauvaise occasion. Et puis il y a ce fait la démarche a été rendue obligatoire pour des démarches qui sont quand même pas très sexy, c'est-à-dire qu'être obligé de faire des démarches administratives comme premier contact avec les outils numériques, on sait que c'est quand même pédagogiquement pas le meilleur atout. Et le troisième point, et j'en terminerai là, c'est une question qui d'ailleurs était une question qui est présente dans les précédents AGINUM, c'est quel public pour quelle inclusion numérique. Parce que si on dit qu'il y a plusieurs conceptions de l'inclusion numérique, il faut savoir aussi à quel public on réfère de ça. C'est très difficile de savoir. On agite très souvent le chiffre un peu fétiche des 13 millions, mais on se rend compte, quand on lit un peu entre les lignes, qu'il y a sans doute beaucoup plus de personnes qui sont concernées par un éloignement d'une maîtrise parfaite du numérique. Et pour le coup, juste un exemple, basé sur les recherches qu'on a fait avec le Lab Accès, une personne qui vient pour une demande d'aide administrative,
elle n'est pas prête à s'engager dans une démarche d'apprentissage pour monter en compétences numériques. Donc il y a des effets de segmentation de l'offre et des besoins qui sont extrêmement forts. Et la difficulté pour le coup, quand on a une conception très globale, et même si on pense, on peut tout à fait se dire qu'on va agir sur les 3 niveaux un peu d'inclusion, faire passer une même personne qui a été obligée pour faire une démarche administrative de « aidez-moi à le faire pour que ça soit fait », on n'en parle plus, à « vous savez, les outils numériques, ça peut être bien, vous pouvez discuter avec vos petits-enfants, vous pouvez faire plein de choses, c'est important pour être intégré socialement », c'est pas facile. Bien penser que les usagers, s'engager dans une démarche d'apprentissage cognitif sur des choses nouvelles, ça va vraiment pas de soi. Et on a beau se dire que la norme, c'est de maîtriser tout ça et qu'on vit dans une société numérique, il y a souvent un décalage entre ce qu'on perçoit être les besoins pour les personnes et la façon dont les gens vivent leurs besoins et hiérarchisent, en l'occurrence, les nécessités de leur existence. Merci Pierre. Sur cette urgence de l'e-inclusion qui est à la fois un vecteur évidemment de justice sociale mais également de dynamisme économique, Antoine Bidegain, quand on a préparé cette émission, vous souhaitiez aborder, et c'est très important aussi, ce sentiment très sournois et très sourd de déclassement que l'on peut vivre, que l'on n'ose pas dire, et même quand on a eu une belle carrière, parfois. C'est tout à fait vrai. Je rebondis en 10 secondes sur ce que vient de dire Pierre Mazet. Pour ceux qui écouteront ces propos lors des rediffusions, car cette vidéo est disponible sur le net, ce qu'il a dit mérite d'être réécouté grâce à la possibilité de l'écouter plusieurs fois pour mesurer l'étendue de la densité, la complexité, le véritable maquis de questions qui se trouvent derrière la question de l'inclusion et des inégalités numériques. Et nous, agents des collectivités, mais aussi les personnes du monde social, du monde associatif qui sont présents avec nous sur le plateau, on en est très conscient. Et je crois que quand on aborde, et aujourd'hui Aginum a été l'occasion de s'en rendre compte une fois de plus, la question du comment et dans quel état d'esprit on attaque cette question-là, c'est une question qui nous change, nous aussi, qui exige plus, où on sent qu'on a un devoir additionnel, peut-être aussi parce qu'on a promu aussi la révolution numérique, dont on constate à quel point elle vient insidieusement créer un non-dit, une souffrance cachée. Et un grand sociologue français avait produit sur la fin de sa carrière un ouvrage très qualitatif d'entretien, très sensible, qui s'appelait « La misère du monde ». Il y a peut-être aujourd'hui à faire ce même travail-là, à côté des études dont on a besoin pour détourer le problème et mieux cibler, quantitatives, des études de terrain, à aussi aller chercher tout ce qu'on n'a pas encore mesuré, cette souffrance, ce sentiment de déclassement, ce sentiment de vieillissement accéléré, ce sentiment que le monde qui est en train d'arriver là, il est décidément pas fait pour moi, parfois même alors que je suis encore jeune, parfois même alors que j'ai eu une brillante carrière, parce que là, cette fois-ci, la marche est trop haute. Ceux qui voudraient relativiser l'étendue de la fracture numérique en disant « mais il y a déjà eu des révolutions techniques, il y a déjà eu le chemin de fer, il y a déjà eu l'électricité, il y a déjà eu le téléphone, mais aucune nécessité, un billet d'entrée en formation aussi gigantesque que cela, un interrupteur, décrocher son téléphone. » Et là, on a créé un nirvana, une grande promesse, une utopie, et en même temps, on a mis des murs très hauts, peut-être involontairement autour de ça. On en est tous très conscients, et je parle un peu pour mes collègues agents qui sont très impliqués là-dedans. Ce n'est pas juste une mission, c'est un engagement. Merci Antoine. Alors pour essayer d'inverser la tendance, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet avec des exemples concrets, des exemples de progrès possibles, de résultats obtenus par des dispositifs qui sont réplicables. Et on va commencer avec vous, Céline Colucci. Donc je rappelle que les interconnectés ont été créés en 2009 et que l'objectif de cette association, c'est d'accompagner les collectivités dans la transition numérique, donc les territoires. Et vous avez donc une vision macro et politique, et vous souhaitez témoigner de comment les uns et les autres travaillent ensemble. Oui, merci de me donner la parole et merci de cette invitation. Évidemment, on partage tout ce qui a été dit précédemment en introduction. Le rôle des interconnectés, on a la particularité d'avoir été fondé par 2 associations d'élus que sont la DCF et France Urbaine, donc qui représentent le monde urbain et les intercommunalités. Donc on travaille, nous, sur une vision du numérique qui est au service des politiques publiques. Je pense que c'est un premier point qui est important à préciser. L'autre point, c'est de travailler collectivement à trouver des solutions
solutions opérationnelles et puis aussi de profiter de l'expérience des uns et des autres pour progresser ensemble, gagner du temps dans la mise en œuvre. On l'a vu, de problématiques extrêmement complexes. Alors, sur la question de l'inclusion numérique, c'est un sujet qui existait déjà quand le réseau s'est constitué il y a une dizaine d'années et qui a repris vraiment beaucoup de vigueur ces dernières années, notamment il y a 3-4 ans à peu près, quand l'État s'est ressaisi du sujet dans le cadre d'une stratégie d'inclusion numérique nationale. Alors, on a été invité parmi d'autres. Ça fait des années qu'il y a des dispositifs, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est cette mobilisation qui n'a jamais été aussi puissante. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une urgence, c'est ce qui a été dit, c'est que la préoccupation, elle existe depuis longtemps, parce que le numérique progresse régulièrement. Il y a deux choses, c'est que d'une part, et ça a été dit à l'instant, il y a cette pression pour la mise en œuvre, la numérisation de toute une série de fonctions du quotidien, alors que ce soit du côté de l'État, mais aussi, on le remarque, et le Covid en a été une preuve évidente, il y a une vraie difficulté à continuer à fonctionner quand tout s'arrête et qu'on n'a pas le numérique pour compenser. Donc aujourd'hui, ça a été vraiment flagrant. Donc il y a eu ça. Et puis, d'autre part, on passe, et on en parlait un petit peu ce matin, on passe véritablement d'un moment où il y a 10 ans, on numérisait des services à un monde numérique. Donc aujourd'hui, on doit vivre dans un environnement qui est numérique. Et la pression, les outils sont partout. Donc ce sentiment de déclassement, d'où ce sentiment de ne pas être à sa place, voire, et je pense que c'est un point qu'il faut également prendre en compte, la volonté peut-être de certaines personnes de ne pas en être, et de ne pas participer à cette évolution-là parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette chose-là. Donc en fait, très concrètement, les collectivités sont parmi les premières interlocuteurs auprès des usagers. Ils ont chevillé au corps cette idée de service public, d'être au service des citoyens, d'être vraiment à la portée de tous. Et il est insupportable de se dire que certains vont être mis de côté, ne vont pas accéder à. Donc l'inclusion numérique a repris évidemment beaucoup de vigueur très tôt. Et donc, les territoires s'en sont réemparés, entre guillemets, en disant oui, on a la chance d'avoir de nouveau une impulsion politique nationale très forte et des moyens qui sont nouveaux, parce que là, pour le coup, vraiment, on peut saluer l'engagement de l'État à financer toute une série de dispositifs et donner des moyens, mais il faut aussi mettre en œuvre sur le terrain. Et donc là, dans le cadre du collectif qu'on représente, on a une commission des élus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que effectivement le numérique sort aujourd'hui d'une problématique dite technique ou vécue comme technique pour reprendre sa vraie place d'enjeu stratégique et qui doit être traité comme tel. Donc les élus se sont saisis dans le cadre de la commission de cette question-là. On réfléchit à comment mettre en œuvre concrètement cette urgence de l'inclusion numérique. Ils ont produit un premier manifeste il y a 2 ans qui a été remis à Cédric O à l'époque en proposant, en disant finalement tout ce que vous proposez c'est hyper intéressant, mais nous on a un problème, c'est le financement local, c'est la coordination des acteurs au niveau local. Et donc on lance depuis le début de l'année 5 expérimentations sur le terrain pour mettre en place cette coordination. Étape supplémentaire, en mars dernier, lors du Forum des Interconnectés, qui est notre événement annuel, on a fait une étape supplémentaire en disant finalement, l'inclusion numérique, c'est aussi partie d'un tout qu'on a appelé le numérique responsable, et les territoires se sont engagés dans un deuxième manifeste pour des territoires numériques responsables. Et là, il y a 3 piliers, finalement, qui est cette vision du numérique au service du citoyen, mais dans cette vision capacitante. Et donc là-dedans, on retrouve cette idée que tout le monde doit pouvoir accéder à l'ensemble des besoins, y compris ceux qui ne voudraient pas faire. On doit pouvoir faire à leur place, ça doit être possible. Il y a aussi la question de la participation citoyenne qui fait partie intégrante de cette question-là, et la montée en compétence des agents, parce que ça aussi, c'est un point qui est extrêmement important des professionnels, et notamment les professionnels des collectivités, sinon on a un petit problème de décalage. Le pan 2, c'est la sobriété numérique, donc l'idée vraiment d'avoir la responsabilité du numérique avec un impact environnemental qui existe, et de faire un choix finalement entre l'avantage de l'innovation et l'impact que ça peut avoir. Et le dernier point, c'est comment on construit ensemble ce territoire qui inclut le numérique, mais qui prend en compte les 2 autres aspects qu'on a mis en œuvre. Donc l'idée, c'est vraiment d'être sur une vision un peu collective
Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment aussi de l'alimenter au quotidien par des groupes de travail, des moments collectifs d'expérimentation, de partage d'expertise, pour aider les territoires à avancer mieux ensemble et s'enrichir des erreurs des uns et des autres, des bonnes pratiques des uns et des autres. Voilà un petit peu en quelques mots ce qu'on peut en dire. Anne-Claire Dubreuil, vous êtes directrice donc, de projet de transformation numérique pour le SICOVAL. Vous êtes précisément dans le pilotage des politiques publiques qui viennent d'être évoquées par Elisabeth et donc en lien étroit avec l'État. Vous confirmez qu'il y a aujourd'hui un vrai engagement de l'État, une relation privilégiée des territoires avec l'État ? Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on parlait un peu d'historique tout à l'heure, et on se disait qu'en effet, il y a 20 ans, c'était vraiment une politique menée par les associations dans le cadre du militantisme et avec l'envie de faire de l'éducation populaire autour du numérique. Il y a eu une vraie évolution avec la stratégie qui a été déployée à partir de 2018 avec Mounir Majoubi, où les territoires ont été associés via les interconnectés. Et donc, en effet, aujourd'hui, la relation avec l'État, on est vraiment dans une coproduction d'un service public qui est un nouveau service autour de l'inclusion numérique, de cette politique publique. Et on a eu la chance donc de pouvoir être un des premiers territoires labellisés territoire d'action pour un numérique inclusif, donc en 2018, et qui nous a permis de porter cette politique à l'échelle de notre territoire. On était la seule interco au niveau national. Il y avait d'autres territoires, départements ou régions. On était la seule interco. Donc on a signé cette charte, et en fait pour nous ça a été un vrai levier local pour pouvoir fédérer les acteurs avec ce label. Ça nous a permis de fédérer les acteurs du privé, du public, associatif, autour de cette dynamique de l'inclusion numérique. D'être un vrai labo. D'être un vrai labo d'expérimentation. Et c'était un engagement qu'on avait pris avec l'État, c'est-à-dire qu'en signant cette charte territoire d'action pour un numérique inclusif, on devait expérimenter un certain nombre d'outils qui aujourd'hui paraissent naturels, comme le PIX, comme Aidant Connect, comme les passes, comme des diagnostics, etc. Et ils ont été expérimentés dans ces TANI, et donc aujourd'hui, ils connaissent un déploiement. Donc en effet, on a eu une coopération avec l'État qui était vraiment extrêmement profitable, et qui l'est encore aujourd'hui, et qui a permis de construire cette politique publique qui aujourd'hui permet cette arrivée des 4000 conseillers numériques, permet la labellisation de 20 000 Aidant Connect dans le cadre du dispositif qu'on a pu expérimenter. Donc on a vraiment été un laboratoire, tous ces TANI, pour pouvoir aussi faire des retours d'expérience à l'État et lui proposer un certain nombre de préconisations, d'améliorations pour pouvoir apporter une vraie politique d'inclusion numérique à l'échelle territoriale. Réplicable, scalable, etc. Voilà, avec l'ambition en effet, je peux prendre un tout petit exemple, par exemple sur un diagnostic qui s'appelle, qu'on a mené sur le territoire grâce à un programme porté par la préfecture de région. Ça nous a permis de faire un diagnostic à l'échelle locale à partir d'indicateurs statistiques. Et aujourd'hui, ce diagnostic a été repris au niveau national. On est dans une V2. Donc en effet, cet outil-là a été repris. Et donc on trouve là un outil national disponible sur le web, sur le site de la Mednum, et qui permet à chacun d'avoir un outil pédagogique pour pouvoir échanger avec ses élus, avec ses acteurs, pour dire voilà l'état de notre territoire aujourd'hui en termes d'inclusion numérique ou d'exclusion numérique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Donc voilà, par exemple, en effet, un exemple de quelque chose qui a pu être porté à l'échelle nationale. Est-ce que vous avez, dans le cadre en fait, de l'expérimentation, coordination territoriale pour l'inclusion numérique, je pose la question à toutes les deux, est-ce que cette gouvernance innovante a été évaluée, ou est-ce qu'elle est en cours d'être évaluée, et quelles sont les perspectives d'essaimage? Alors, je vais peut-être démarrer, tu pourras enchaîner bien sûr Céline, parce qu'on est accompagné par les interconnectés pour pouvoir mettre en œuvre ce dispositif qui avait été proposé dans le cadre du manifeste que tu évoquais, Agir face à l'urgence de l'électronisme. On avait proposé en effet de réfléchir à cette gouvernance publique-privée, parce que chacun a une responsabilité dans l'inclusion numérique. On avait parlé à un moment d'un principe pollueur-payeur, donc on dématérialise, mais on s'engage derrière aussi à accompagner les démarches territoriales d'inclusion numérique. Donc il y a 5 métropoles, Lille Métropole, l'Eurométropole de Strasbourg, Lyon Métropole, la communauté d'agglomération de La Rochelle et donc la communauté d'agglomération du SICOVAL, qui réfléchissent ensemble, on y était encore tout à l'heure, pour essayer de bâtir un modèle de gouvernance et de modèle économique également, qui permet d'associer le public et le privé, tous les opérateurs et même les citoyens, dans cette dimension
territoriale d'inclusion numérique et on cherche ensemble le modèle qui sera le plus intéressant ou les modèles qui seront les plus intéressants pour essayer après de les porter au niveau national. C'est une commande qui nous a été passée par l'État. On remettra nos préconisations en fin d'année et on est accompagné par la FNOR, qui est là pour nous aider justement à évaluer ce programme et à construire avec nous ce dispositif qu'on espère à un moment rendu obligatoire pour que toutes les collectivités s'emparent des outils aussi qu'on aura co-créés pour pouvoir derrière être opérationnels et pouvoir rendre cette politique la plus inclusive possible à l'échelle de leur territoire. Alors vous parliez tout à l'heure de collaboration avec le privé. Parfois, ça couine un peu quand même quand on fait rentrer le privé, notamment quand c'est vraiment un changement de logiciel, sans vouloir faire de mauvaises métaphores. Vous avez des exemples en fait inspirants qui fonctionnent où le privé prend sa part et où finalement cette collaboration s'enrichit et devient vertueuse. Alors, j'ai envie de parler du Crédit Agricole. On en parlait aussi tout à l'heure parce que j'avais aussi une réunion avec eux ce matin et mon élu. Et en fait, le Crédit Agricole a tout de suite, quand il a eu connaissance, via les articles de presse, etc., de ce qu'on pouvait mener comme type d'action au niveau de la collectivité, est venu nous rencontrer et faire des propositions. Et on a co-construit un certain nombre de choses. Bon, quelque chose de très simple, mais cet été, dans les agences bancaires, ils ont recruté des jeunes qui ont parlé de l'inclusion numérique, qui ont diffusé un flyer et qui étaient en capacité de dire voilà ce qui est à côté de chez vous. Alors, agence bancaire, on se dit bon, est-ce que c'est vraiment le lieu où on doit parler de notre politique publique? J'ai eu des collègues qui étaient un peu en résistance. Mon élu a dit non, on y va, donc on l'a fait. Voilà un exemple très pratique. Ils sont en train de réfléchir à la possibilité de financer du pass, donc de cofinancer des passes, voire pourquoi pas être habilité dans Connect. On a sollicité l'État aussi pour pouvoir expérimenter quelque chose pour que les conseillers bancaires puissent devenir des habilités aidant Connect pour, par exemple, sur la déclaration d'impôt. Ils connaissent tout. Il me disait, on est comme un médecin. Quand on est conseiller financier, on connaît toute la personne, de son patrimoine et de sa vie. Et finalement, être là juste en soutien, ils n'iront pas forcément dans un espace dédié à ça, mais à l'agence bancaire, pourquoi pas. Donc voilà le type de choses que l'on met en place, ou avec un gros groupe qui s'appelle Berger-Levrault, qui est bien connu des collectivités, qui nous ont permis d'exploiter et nous ont mis à disposition toutes les données qu'on avait pu récupérer via une enquête qui a été faite avec la Poste, en porte-à-porte. Ils nous ont apporté une interface avec de la data visualisation sur toutes les données. Ils nous les ont traitées et nous ont mis à disposition donc, cette plateforme numérique, et tout à fait gracieusement dans le cadre des compensations pour eux, pour ce qui est important en termes d'inclusion numérique. Donc on espère à travers cette coordination territoriale d'inclusion numérique que l'on expérimente avec ces 5 territoires, pouvoir porter tous ces exemples et puis petit à petit qu'en effet ça monte à l'échelle nationale en disant c'est possible. Il y a un engagement, alors à travers les politiques RSE, à travers du mécénat de compétences, à travers du don d'ordinateurs, à travers du reconditionnement ou du soutien au reconditionnement. Il y a plein de moyens pour le secteur privé d'être partie prenante, pas forcément en amenant du financement, et encore en cofinançant des passes, oui, mais également en apportant toutes sortes de ressources pour faire financer cette inclusion numérique. Et que ce soit l'échelon opérationnel qui permette donc aux collectivités de prendre vraiment en compte le sujet. Tout à fait. Et c'est à l'échelle de nos territoires que ces coopérations avec le secteur privé seront les plus efficientes, parce qu'on se connaît, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, parce qu'il y a d'autres sujets que l'on partage. Et l'inclusion numérique devient un sujet crucial pour tous les acteurs. On l'a découvert dans le diagnostic qu'on a fait initialement en faisant une 50aine d'entretiens. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait des acteurs privés qui étaient prêts à s'engager. On est allé les voir, La Poste, Orange. Nous avons fait partie de nos diagnostics. Et c'est là où on a commencé à bâtir cette coopération secteur public, secteur privé, qui a du sens. Et en effet, même pour les collectivités, introduire le secteur privé dans nos politiques publiques, ça porte. Avant de donner la parole à Elisabeth Le Faucheur sur l'expérience qui est vraiment très puissante de l'e-inclusion à Brest, juste vous avez évoqué très rapidement tout à l'heure la question du diagnostic que vous avez porté via le SICOVAL. La question à toutes les deux vous est adressée, Céline et Anne-Claire. Ce diagnostic, on pourrait dire augmenté, extrêmement performant, avec beaucoup d'indicateurs croisés, des parties prenantes plurielles. Il a déjà le mérite d'exister, il est intéressant en soi en tant qu'innovation, mais pour aller en fait au-delà, qu'est-ce que ça vous a permis de mettre en action ? En fait, ça
pour nous, le diagnostic était vraiment la pierre angulaire du diagnostic partagé. C'était de rencontrer les acteurs, de les mobiliser. On l'a fait en régie. On n'a pas fait appel à un prestataire. Et donc, ça nous a permis de capitaliser aussi de tout ce qu'on avait pu retenir de nos échanges. On l'a fait avec plein de briques différentes, avec des enquêtes porte-à-porte, je l'expliquais tout à l'heure, avec la Poste, avec des bornes dans les villages, dans les fêtes de village pour récupérer de la donnée et échanger autour de l'inclusion numérique avec les habitants. On l'a fait en enquêtant les travailleurs sociaux, les agents d'accueil, pour leur dire, vous, qu'est-ce que vous pensez du numérique dans votre vie professionnelle et dans votre relation avec le grand public, pour aussi les entendre sur ces questions-là. Et ça nous a permis de bâtir la stratégie qu'on déploie actuellement. Et de prendre compte qu'il y avait aussi des trous dans la raquette. Il y avait en effet des trous dans la raquette en regardant en effet le rapport entre les besoins via le diagnostic dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Incubo et qui permet à partir d'indicateurs statistiques de dessiner les problématiques d'inclusion numérique sur son territoire. En regardant l'offre sur ce qui existait, c'est-à-dire pas grand-chose, on a croisé et on s'est dit, là oui, il y a besoin d'une itinérance, il y a besoin d'apporter un service de proximité et dans la dentelle auprès de toutes ces petites communes qui n'ont pas les moyens et ce ne serait pas pertinent de développer des outils spécifiques. En revanche, avoir une itinérance, quelqu'un qui vient à disposition, apporter de la ressource humaine, de la ressource matérielle, mais ce n'est pas un bus, c'est un petit kangou. Là, sans doute, on sera beaucoup plus pertinent parce qu'on va pouvoir avoir de la proximité par rapport à des publics qui souvent sont éloignés du numérique, mais aussi ne sont pas forcément très mobiles, et aller dans la dentelle et s'appuyer sur la médiathèque, sur le centre social, sur la MJC, sur le CCAS, pour drainer la population et leur permettre d'avoir ce service, et pour eux en tant que professionnels, et pour le grand public. Oui. Et on recrute notre conseiller numérique, elle arrive le 6 septembre, qui aura un rôle de coordination de tout ce réseau des acteurs de la médiation, mais également un rôle, bien sûr, de terrain où elle devra aller former et accompagner le grand public. Peut-être juste un mot sur le rôle du diagnostic. Je pense que c'est très important et on en a fait aussi une des recommandations dans le cadre de ces coordinations locales, c'est d'avoir un premier constat partagé par l'ensemble des acteurs. C'est la première brique pour pouvoir construire ensemble quelque chose. Et l'intérêt aussi qu'on y retrouve dans cet outil-là qui est à vérifier. On voit bien la démarche qui est faite à partir d'éléments statistiques existants. On peut avoir une première photo indicative. Évidemment, ensuite, il faut vérifier que ça colle à la réalité du terrain, parce qu'évidemment, des données INSEE, c'est daté dans le temps, c'est pas forcément une parole d'évangile en tant que telle, mais ça donne un premier élément de travail. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont que des données sociologiques qui n'ont rien à voir avec le numérique au départ. On est là en train de qualifier un certain nombre d'éléments qui permettent de dire que potentiellement, cette population-là peut-être en difficulté, et c'est une manière de partager ça. Et autour de ça, l'autre point qu'on voit, c'est qu'à tous les instants, toutes les parties prenantes, acteurs du territoire, finalement, ils sont là. Alors, on est secteur public, on n'a pas envie de travailler avec le secteur privé. Le secteur privé, il travaille. Il est là, il est un acteur parmi les autres. Donc, c'est plus intéressant de se dire, finalement, on fait cause commune, on décide ensemble de qu'on peut faire ensemble, les points de divergence éventuellement si on en a, on les connaît et on peut agir en connaissance de cause. C'est aussi un point de vue assez pragmatique. Donc diagnostic d'abord, réunion des acteurs, état des lieux partagés et au maximum concertation sur l'action. C'est un peu ça les priorités. Antoine, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on rebondisse sur Brest, l'expérience de Brest ? Je vous voyais opiner du chef. J'opinais en effet parce que si on considère par exemple notre territoire et les actions que nous sommes en train de lancer, si nous ne nous dotions pas nous-mêmes d'un observatoire suffisamment orienté action, vous parlez de trous dans la raquette, nous ne sont pas des trous dans la raquette qu'on aurait, ça serait un cadre de raquette sans aucun cordage et on n'attraperait sans doute aucun de nos bénéficiaires, on ne saurait pas aller les chercher, on ne saurait pas les adresser. Toutes les politiques publiques devraient bien sûr s'appuyer sur des observations les plus fines possibles, si possible en lien avec le monde de la recherche. C'est une pétition de principe. Dans le cas qui nous concerne, c'est presque un préalable obligé à la réussite de notre politique locale. Elisabeth Lefaucheur, à Brest, il se passe depuis de nombreuses années, 20 ans, 25 ans, quelque chose d'exceptionnel que vous allez partager avec nous parce que c'est porteur en fait d'enseignement. Je disais en introduction que c'était quasiment un cas d'école avec un écosystème
extrêmement puissants, qui travaillent beaucoup sur la confiance. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous parler de cette expérience que vous suivez depuis fort longtemps et à différents niveaux, au niveau de la ville et au niveau de la métropole? Oui, bien sûr. Merci pour cette invitation. Donc, effectivement, la politique publique à Brest, elle a été initiée en 1995, donc ça date un petit peu. Ce qui nous procure, du coup, une histoire un peu longue et assez riche d'enseignements. Le point de départ de cette politique publique, c'était un objectif de réduction des inégalités. Mais en fait, assez vite, on s'est tourné sur une autre façon de travailler le numérique en se disant le numérique, c'est aussi un support d'émancipation qui est vraiment ultra intéressant. Et donc, si on arrive à faire en sorte que les gens fassent du numérique sans le savoir, apprennent par plaisir, eh bien, on inscrit de façon beaucoup plus durable les enseignements qu'ils auront pu avoir. Et donc, dans le cadre de cette politique publique, il y a différentes choses qui sont un peu la ligne de conduite. C'est d'abord, on inscrit les choses dans la coopération. Donc, l'idée, c'est de coopérer. Donc, ça veut dire qu'on partage, qu'on est aussi sur l'utilisation, par exemple, de logiciels libres. Voilà, c'est toute une culture de la coopération qui est un des éléments vraiment central. Donc, ça veut dire que ça induit aussi pour la collectivité une posture particulière qui n'est pas... la collectivité ne fait pas la place des autres. Elle va essayer de faciliter l'émergence de projets dans les quartiers. Alors, ça veut dire quoi, faciliter? C'est, par exemple, déjà être très à l'écoute des projets des acteurs des quartiers, de se dire ils ont toujours des bonnes idées, comment on peut les aider? On peut les former, on peut leur attribuer des subventions, ça peut être du matériel, on peut les accompagner dans la construction des projets parce que ça ne va pas de soi pour tout le monde, même si l'idée est bonne au départ. Et voilà, donc, le terme anglais qui est pas toujours très compréhensible, mais c'est l'empowerment, c'est-à-dire que vraiment vous voulez permettre aux gens de s'émanciper, de permettre aux associations de pouvoir être autonomes. Il y a quelque chose de cet ordre-là? Oui, bien sûr. Alors, ça vaut évidemment pour les associations, c'est-à-dire que l'idée, c'est de les outiller pour que, ils montent en compétences et qu'ils soient, c'est ça, plus agiles aussi eux-mêmes, mais c'est aussi par rapport aux habitants, c'est-à-dire que, et on a des très bons exemples à Brest, donc, je pense à Martine, par exemple, qui est un peu la star de la série Hyperlien, qui a été faite par l'ANCT, qui explique très très bien ça, mais à d'autres personnes, il y a une bénévole de Sandrine d'ATD Garmonde, c'est pareil, c'est un parcours où le numérique a eu vraiment une place de choix dans la façon dont elle a regagné de la confiance en elle, dont elle a avancé sur son chemin personnel. J'en profite pour dire que vous avez eu la gentillesse de nous communiquer et on l'a mis sur la plateforme les différentes ressources qui permettent de comprendre et la philosophie et les actions engagées à Brest. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce qui se passe. Il y a notamment aussi de très belles vidéos qui montrent l'état d'esprit de cet engagement. Et donc, juste en complément, c'est de dire que ce que la ville s'est attachée à faire aussi, c'est de construire une culture partagée du numérique. C'est-à-dire qu'à Brest, eh bien, oui, le numérique, c'est pas le numérique dont on parle, parce que le numérique, c'est pas neutre et qu'on peut l'utiliser de différentes manières et on peut y mettre le projet politique aussi. Et donc, donc c'est pas le numérique des GAFA à Brest, quoi. C'est le numérique du libre, de la coopération. Ça va ensemble. Et on peut pas dire on coopère d'un côté et être derrière sur des outils propriétaires. Donc, dès qu'on le peut, on encourage ça. Et ça, c'est diffusé. Ça veut dire qu'à Brest, il y a aussi de la compétence, par exemple, sur des outils libres, sur des CMS, des outils de création de sites. Il y a des développeurs qui sont spécialisés et qui sont là pour... Donc, et beaucoup de transparence, vous vous rendez compte de tout, vous mettez à disposition. Oui, alors complètement. Alors ça, c'est aussi dans la philosophie du libre. C'est on partage et on donne la recette et on permet à d'autres de s'en inspirer et d'avancer. Donc c'est pour ça qu'il y a un site en fait qui reprend, on a toute l'histoire, on a les 25 ans qui sont d'histoire des projets par exemple qui sont dessus, donc tous les projets qui ont été déposés dans le cadre de l'appel à projet, parce que Brest c'est les PAPI, les points d'accès publics avec les 100 points d'accès dans la ville, mais c'est aussi un appel à projet, donc il y a 700 projets qui ont été soutenus depuis 2000,
plus de la formation, plus des hackathons où on met en réseau, etc. Et tout ça, tout est documenté sur le site A-Brest. Donc, j'invite les gens à aller voir s'ils le souhaitent pour prendre connaissance de tout ça. Et voilà. Le projet métropolitain qui s'appelle Accès aux droits et inclusion numérique que vous soutenez, que vous portez, est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement et nous donner aussi, là, encore une fois de plus, je vous embête, mais les actions que vous estimez être duplicables et réplicables? Oui, alors il faut dire que toute l'histoire donc de l'e-inclusion à Brest a été extrêmement facilitante par rapport à ce projet sur accès aux droits et inclusion numérique. Donc c'est un projet qui est copiloté par le département et Brest Métropole dans le cadre donc d'un contrat de territoire au départ et aussi dans le cadre du contrat de ville. Et donc là, ce projet visait à ce que tous les habitants aient accès à leurs droits dans un contexte de dématérialisation. Et donc là, ce qu'on a joué, c'est la rencontre des mondes. Parce que, comme le disait Pierre tout à l'heure, aujourd'hui, on a quand même une diversité d'acteurs qui travaillent là-dessus et que ils se parlent pas, ils se connaissent pas, et que leur monde, c'est vraiment des mondes différents, avec des cultures différentes. Et donc, sur ce projet-là, on a mis tout le monde autour de la table. Donc, quand je dis tout le monde, c'est les institutions, c'est donc les CCS, c'est les associations du secteur du numérique, du social, les opérateurs. Voilà. Donc, on a l'État, bien sûr. Donc, tout le monde est autour de la table et on construit ensemble. Donc, après une phase un peu d'acculturation, parce qu'il a fallu qu'on se mette d'accord sur les mots, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est extrêmement important. De quoi on parle quand on parle d'accès aux droits, de quoi on parle quand on parle d'inclusion numérique, et quels objectifs on se fixe ensemble. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, qu'il fallait qu'on écrive donc une stratégie. Donc, on a réussi à se mettre d'accord sur cette stratégie. Et on a dessiné de plusieurs actions, dont deux je voulais évoquer, qui est une formation territorialisée, parce qu'on a commencé la rencontre des mondes, mais elle n'est qu'entamée et qu'il va falloir qu'on la continue. Et pour ça, il faut qu'on crée la rencontre entre les gens. Et donc la formation territorialisée, c'est l'idée d'avoir sur un groupe de 16 personnes sur 3 jours, eh bien, on va dire il y aura tant d'opérateurs, de représentants des opérateurs, tant d'associations, etc. Et là, les gens vont être obligés de se parler, enfin, ils auront même plaisir à le faire, j'en suis sûre. Et autour de 3 sujets. Alors ça c'est quelque chose qui a fait débat, je le dis toujours. C'est donc un sujet qui est l'accès aux droits, où les acteurs du social ont dit mais pourquoi on va parler d'accès aux droits, nous on connaît déjà. Oui, mais quand on parle d'accès aux droits et quand on donne des éléments de contexte liés à Brest pour dire à Brest, ici, c'est telle personne qui gère ce truc-là, telle autre, etc., ça change la donne. Donc accès aux droits, numérique et les enjeux du numérique, etc. Et puis un dernier volet sur les postures d'accompagnement. Donc 320 personnes sur 18 mois et à chaque fois, le principe, 16 personnes qui sont donc représentatives des différentes typologies. Oui, c'est exactement ça. Et le deuxième, la deuxième action, c'est un diagnostic. Donc, on l'évoquait tout à l'heure. En fait, pour ce qui rend confortable aussi pour les partenaires du projet, ce serait qu'on puisse se coordonner et qu'on puisse, par rapport à une demande qui arrive, quelqu'un vient avec une demande, qu'on puisse dire moi je ne sais pas le faire, mais peut-être que, enfin c'est même pas peut-être, mais telle personne à tel endroit va pouvoir vous aider. Et donc se coordonner, ça veut dire qu'il faut qu'on se connaisse mutuellement, qu'on connaisse l'offre d'accompagnement, que ce soit en matière de numérique ou que ce soit en matière d'accès aux droits, qu'on puisse aussi connaître les niveaux d'accompagnement qui sont proposés, qui aide à quoi et sur quoi, et va jusqu'où, et ensuite que voilà, ce soit confortable pour tout le monde et qu'on puisse orienter les gens de façon pertinente. Voilà. Et donc là, on a fait le lien, on est allé à la rencontre de la Baxay, et donc pour créer un partenariat justement autour de cette question-là avec donc l'utilisation du Portrait-A, et où il y a un indicateur de vulnérabilité e-administrative qui est aussi un élément qui est d'aide à la décision au quotidien pour le territoire. Merci. Antoine Bidegain, nous sommes à Bordeaux, peut-être pour
non pas clôturer, parce que nous avons encore un temps d'échange, mais qu'est-ce qui se fait à Bordeaux? Qu'est-ce que vous souhaitiez porter à notre connaissance? Et j'ai presque envie de dire, mais peut-être me contredirez-vous, que quand on entend Elisabeth, on pourrait presque être un peu timide en se disant, mais est-ce qu'on peut arriver, nous, sur notre territoire, à faire ça? Parce qu'il y a quand même des prérequis qui semblent assez solides. Le grand privilège qu'on a, c'est d'arriver chronologiquement après de très belles expériences comme celle-ci, pour pouvoir, grâce à la générosité de nos collègues, de nos partenaires, des réseaux d'échange qui sont animés au niveau national, bénéficier de tous ces retours d'expérience. On avait des ateliers très concrets ce matin, où on a discuté des alliances qu'il faut fabriquer, des écosystèmes, comme le mot est un peu galvaudé, je l'utilise aussi, mais c'est tout à fait ça, c'est fabriquer ces attelages avec les acteurs sociaux et avec les autres collectivités, avec toute cette galaxie d'intervenants pour pouvoir être le plus efficace possible et créer ensuite des choses qui évitent de se poser des questions chaque fois qu'on veut lancer une nouvelle action. Donc on a l'avantage de démarrer avec tout cet actif qui nous est généreusement partagé. Vous disiez qu'est-ce qui se passe à Bordeaux? Il se passe beaucoup de choses. Je ne vais pas vous faire la litanie de toutes les actions qui sont lancées depuis quelques années maintenant et qui sont amplifiées considérablement depuis quelques mois. Peut-être une qui a une particularité forte, et je peux peut-être en dire un mot maintenant si vous m'y autorisez, c'est celle de l'appel un peu au grand public et à chacun d'entre nous. Parce qu'on voit bien que nous sommes engagés, comme on l'a dit tout à l'heure, les pouvoirs publics prennent toute leur part dans cette lutte, les acteurs privés, associatifs aussi. Mais on voit bien le côté pervasif, le côté pervers et évasif à la fois de cette fracture numérique qui est partout. Elle est dans les recoins du social, de la famille, des voisins. Et nous avons voulu mettre cet aginum sous un slogan particulier cette année qui est l'affaire de tous. C'est peut-être ça qui est notre petite originalité du moment, c'est de lancer progressivement et dans la durée une campagne pour que chacun d'entre nous ait l'attention aux proches, les proches les plus immédiats, et sans être même dans une association, sans être même un professionnel, en étant totalement déconnecté de tout ce monde que nous sommes et qui fonctionne sur ces sujets-là, pouvoir spontanément avoir le geste qui sauve numériquement, le geste qui raccroche. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un peu d'attention, un peu de générosité, c'est beaucoup de patience parfois, parce que voilà, les choses sont en pas à pas. Nous n'y arriverons pas, il faut être très clair et très lucide, à la faire reculer si on s'en remet uniquement aux professionnels, aux bénévoles et à la bonne volonté d'une avant-garde engagée là-dessus. Cette fracture numérique, c'est l'affaire de tous. Et ça, c'est le message qu'on veut porter aujourd'hui. Merci Antoine. Alors, est-ce que nous dirigeons, est-ce qu'il y a une nécessité impérieuse à faire en sorte qu'il y ait un contrat social d'avenir de l'inclusion numérique? Céline Colucci, ça sera le dernier temps de notre échange. Ça ne peut être que l'affaire de tous? Alors, je pense qu'effectivement, ce qui vient d'être dit est extrêmement important. On est sur une problématique de société et si l'ensemble de la société n'en prend pas conscience et n'agit pas ensemble pour résoudre ces enjeux-là, ça va être extrêmement compliqué. Effectivement, ça ne peut pas être délégué à X personnes qui font tout simplement. Après, là où c'est également important, c'est d'avoir un projet, une vision qui accompagne ça, parce que ce n'est pas neutre. Il y a une posture aussi qui est prise. On le voit bien dans les témoignages des différents territoires et ce que vous portez aussi. Il y a une vision d'une société démocratique, d'une société égalitaire, d'une société qui met en capacité les personnes. Et du coup, ça oriente évidemment les actions qu'on met en œuvre et la manière dont on fait. Donc, à partir du moment où on est là-dedans, c'est vrai que ça va, et c'est pour ça que dans le dernier manifeste que les élus ont adopté au sein des interconnectés notamment, il y avait cette préoccupation de relier l'inclusion numérique à la participation citoyenne et à la montée en compétence globale de l'ensemble des acteurs pour que finalement chacun prenne conscience de sa propre difficulté, parce que c'est vrai, et ça a été dit en introduction, qu'on est tous incompétents numériques à un moment ou à un autre dans notre vie, et qu'en faisant le constat et en mettant en œuvre ce qu'il faut pour passer outre,
on devient acteur. C'est pas grave de ne pas savoir. Il y a plein de moments où on ne sait pas faire. Sauf que le numérique nous met dans une situation où on se sent diminué. Et il faut inverser cette tendance-là en disant finalement, c'est l'humain d'abord et c'est peut-être le reste qui doit s'adapter. Et alors un point qui a été dit en introduction, qui est peut-être aussi un point aussi qui est parfois un peu oublié, c'est que dans cette démarche-là, il y a aussi comment on fait en sorte de toujours penser à l'usager, de toujours simplifier les démarches. On oublie un petit peu qu'un CERFA, même quand il n'est pas numérique, c'est terrible à remplir. Une démarche administrative, c'est quand même terrible. Vous rajoutez du numérique dessus, ça devient insupportable. Donc il faut aussi peut-être en profiter pour repenser la manière dont on fait ensemble toute une série d'actions et de faire société ensemble. Mais l'affaire de tous, je crois que c'est vraiment tout à fait le cas et c'est une belle ambition. Un exemple, je suis désolée parce que le temps presse, vous donniez un exemple en fait sur des ateliers communs agents et citoyens et notamment à Rennes, si je ne m'abuse. Ah oui, alors on a eu des exemples aussi très intéressants dans le cadre des débats qui ont eu lieu. Alors il se trouve que pour le coup, c'était pas l'inclusion numérique, mais c'était la 5G qui a fait débat il y a quelques mois de manière importante sur les territoires. Et plusieurs territoires se sont emparés du sujet en disant on va le mettre en discussion de manière très objective. On va demander à des experts de nous éclairer sur ces sujets-là et on va discuter ensemble, élus, citoyens, acteurs économiques du territoire, sur qu'est-ce qu'on fait de cette technologie qui arrive. Et finalement, en faisant ça, et à Rennes, c'était très intéressant, et d'autres l'ont fait aussi, mais ils l'ont beaucoup documenté auprès du réseau, et dans cet esprit de partage dont parlait Elisabeth, merci, tout à l'heure, c'est de dire finalement, ça a permis de questionner plus globalement qu'est-ce qu'on voulait faire du numérique à différents endroits et de faire cause commune, élus, citoyens ensemble. Et je trouve que c'est aussi des pistes qui sont intéressantes. Elisabeth, précisément, ce qui est exceptionnel, on l'a dit tout à l'heure à Brest, c'est le lien entre le projet ville d'inclusion numérique et le projet accès au droit et inclusion numérique, puisque vous l'avez dit, c'est la rencontre des mondes et la consolidation du réseau. Est-ce que vous pouvez nous donner sur ce sujet-là, qui est donc l'e-inclusion, la solidarité numérique et l'affaire de tous, un exemple également sur la coopération sur votre territoire? Par rapport au projet, peut-être accès au droit, inclusion numérique, ou plus globalement sur... Par exemple, le fait qu'il puisse y avoir, vous avez évoqué tout à l'heure, la coopération de tous les acteurs. Oui. Vous disiez qu'en effet, il y avait le département, il y avait que la CPAM, etc. Et ça me semble être un point majeur quand on évoque justement l'affaire de tous. C'est vraiment quelque chose qui est important, ça, à Brest. Oui, complètement. Et puis là, je pense que les acteurs, ils ont bien compris que tout seul, personne ne peut y arriver tout seul et qu'on a tous intérêt à coopérer et que d'une part, on fera mieux ensemble et on ira beaucoup plus loin. Et donc ça, c'est vraiment une évidence. Mais par contre, je pense qu'il y a vraiment des choses à pas rater, c'est-à-dire tout le travail préalable d'échange et puis de ce que je disais tout à l'heure, le partage de la culture, d'une culture commune, c'est ça aussi qui permet après de coopérer. Là, on a une chance effectivement incroyable d'avoir tout le monde autour de la table, d'avoir aussi un objet commun qui n'était pas du tout, ça n'allait pas du tout de soi au départ parce que certains voulaient plutôt travailler purement sur l'accès au droit et l'inclusion numérique. Ça va trop loin, c'est pas notre affaire, etc. On a réussi à se mettre d'accord là-dessus. On a réussi à se mettre d'accord aussi sur les publics. Donc en se disant les publics spécifiques, grande pauvreté, par exemple aussi les jeunes, les personnes âgées, personnes handicapées, et puis aussi à se dire on trouvera des solutions ensemble pour les personnes qui sont le plus éloignées et qui ne pourront pas passer par le numérique. Et ça, c'est un acte fort aussi de ce réseau-là. Donc ça, c'est vraiment la plus-value de ce qui se passe à Brest. C'est une grande chance que tout le monde soit là et que tout le monde veuille aller dans le même sens. La CPM, par exemple, qui a créé un espace multimédia pour ses assurés. C'est une bonne transition. Anne-Claire Dubreuil, donc vous disiez quand on a préparé cette émission que véritablement le privé n'était pas, ils ne sont pas les derniers à s'investir. Vous avez donné l'exemple tout à l'heure du Crédit Agricole.
Quoi d'autre comme exemple que vous pourriez partager? Alors, j'ai bien aimé l'affaire de tous. Moi, j'imagine une organisation, mais ce sera à mettre à l'épreuve des faits, hein, qu'il y ait des professionnels, parce que peut-être pour consolider les premiers pas, donner vraiment les bons réflexes, etc., qui soient là pour donner la première impulsion, et qu'après, il y a un réseau de bénévoles, de personnes du village, parce qu'on est vraiment sur du milieu rural aussi, sur le Sicoval, et qui soient là un peu en soutien ponctuel, même s'ils n'ont pas la pédagogie, même si puis ça peut être aussi du mécénat de compétences. On a beaucoup d'entreprises du numérique sur le territoire, donc à travers du mécénat de compétences, accompagner en relais de ces professionnels. Donc là, l'affaire de tous, j'aime bien cette image-là. Et puis également, sur notre territoire, on a une crèche, qui est vraiment une crèche. Elle s'appelle La Crèche, et c'est une ancienne crèche désaffectée. C'est une pépinière d'entreprise. Oui, mais qui n'a pas le label pépinière. Et on aime bien l'idée de la crèche, mais en effet, le concept, c'est un peu ça. Vous couponnez des entreprises. Mais c'est venu d'elle. C'est une des entreprises qui travaillait déjà sur cette question de l'inclusion et qui avait réalisé des bornes prototypes pour nous autour de la data pour accompagner des enfants sur cette question de la protection de la donnée en faisant du serious game, qui a dit tiens, mon gamin, j'ai appris que sa crèche allait se désaffecter, on aimerait bien, nous, collectif d'entreprise. Il a drainé autour de lui d'autres personnes qui avaient le même état d'esprit. Et donc aujourd'hui, on exonère de loyer les entreprises qui sont dans ce lieu-là. Il y en a une dizaine. Elles se sont toutes engagées à travers la signature d'une charte autour du numérique responsable d'apporter en contrepartie du service au territoire, gracieusement, de la formation, des ateliers, de la sensibilisation. Ils ont monté un potager connecté pour accueillir les enfants. Tout ça gracieusement en contrepartie des locaux qui sont offerts. Et quand on dit l'affaire de tous, eux, ils se sont dit c'est une problématique citoyenne. Nous, en tant qu'entreprise ou jeune entreprise start-up, on veut aussi apporter notre contribution et cet effort à l'inclusion numérique. Et on sera là pour accompagner le territoire et les citoyens à cette inclusion. Donc oui, c'est l'affaire de tous. Je crois que vous avez un petit clin d'œil à faire. Ah oui, il y a un petit clin d'œil, bien sûr, parce que dans cette crèche, il y a Upside On, qui est incubé chez vous à Bordeaux Métropole, est une solution inclusive qui a été montée avec Net Solidaire, qui est une entreprise, une association qui est sur la Charente à La Rochelle. Et donc, oui, un dispositif inclusif pour mieux gérer ses mots de passe. Je pense que tout le monde a bien ce casse-tête en tête. Et Upside On est incubé à Bordeaux, à Toulouse Métropole et au Sicoval. Donc, voilà, un petit clin d'œil, en effet. Il est fier, M. Bidegain. Pour clôturer ce temps, Antoine Bidegain, cette mobilisation qui vient d'être évoquée, je vous laisse le mot de la fin, qui n'est pas vraiment le mot de la fin, parce que le mot de la fin est pour Pierre Mazet. Il a pris des notes depuis 1 heure. Il avait la lourde tâche de venir faire, non pas la voiture balai, parce que c'est pas très joli comme terme, mais en tout cas de pouvoir nous donner son bilan et les perspectives qu'il imagine suite à nos échanges. Alors, je serai très bref parce que je sais que la synthèse va prendre du temps parce qu'on a dit beaucoup de choses et très riches. Pour ceux qui nous regardent et qui se tirent mais concrètement ce slogan, l'affaire de tous, mais comment je peux m'y prendre car je n'ai aucune formation, aucun bagage. Et donc, ne vous inquiétez pas, les personnes qui réfléchissent à ces questions ont déjà produit énormément de tutoriels, de guides, de façon d'être rapidement un aidant du quotidien numérique. Nous avons fait une petite sélection que vous retrouverez sur le site de la manifestation Aginum et qui permet très rapidement de savoir quels sont les premiers diagnostics, les compétences de base à acquérir et comment les transmettre avec des outils très simples. Donc on a un peu pavé le chemin. C'est un premier pas, bien sûr. D'autres actions vont suivre. En voilà qui peuvent être actionnées dès aujourd'hui. Merci Antoine. Donc Pierre Mazet, je me retourne vers vous et vos nombreuses notes. Qu'avez-vous pensé de ces échanges ? Que du bien, forcément. Vous avez quelques minutes, il va falloir néanmoins être Oui, précis. je vais être rapide. Il y avait une question sur la transférabilité qui avait été un peu posée en amont quand on avait échangé. Et du coup, je vais parler de ça notamment très rapidement parce que du coup, on a des retours d'expérience de territoires qui sont très avancés. Il faut faire attention aux territoires avancés. Pour le coup, parce que ça génère pour être beaucoup intervenu avec Elisabeth Le Faucheur, j'ai vu les frustrations de la part de personnes conformés, etc., et qui se disaient, mais Z, comment on va faire pour rattraper 25 ans, on n'a pas l'élu local qui porte, etc. Et du coup, ça peut être extrêmement déceptif de savoir ce qui se fait ailleurs. Pour le coup, ce qui se fait au Sicoval avec Anne-Claire, un peu de la même farine. Et puis pour le coup, sur cette question de transférabilité, j'étais très mesuré, nuancé. J'oscille un peu entre la nécessité de ne pas réinventer l'eau chaude, donc effectivement
avant de commencer à faire quelque chose, regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Et à mon avis, l'intérêt et les vertus de l'expérimentation et de l'échec. Chose qui n'est pas du tout notre culture française, qui est assez typiquement la culture de Benoît Valory au TILAB qui porte le Lab Accès, et puis des cultures collaboratives, et puis aussi de l'Internet, puisque voilà, l'autodidaxie, la possibilité qu'Internet offre d'apprendre par soi-même et l'effet sur l'essai-erreur. Et on se rend compte que là, il y a une fracture pour le coup qui est très nette entre les personnes qui savent, qui n'ont pas peur de se tromper sur Internet, c'est-à-dire quand ils ne savent pas faire quelque chose, qu'on le réflexe d'aller demander à d'autres, et ceux qui sont tétanisés parce qu'ils ne savent pas faire, en fait. Voilà. Et en fait, le petit pas, le petit push, la petite poussée à produire la marche est haute à certains endroits, mais pour le coup, dès lors qu'on arrive à les questionner sur Internet, on devient extrêmement intelligent parce qu'on quand même, on arrive à mutualiser avec pas mal de cerveaux dans le monde. Voilà. Donc, entre les deux, mon cœur balance un peu. Je pense qu'il est très utile que les acteurs sur un territoire donné s'approprient leurs questions, leurs problématiques, même si d'autres ont fait des choses ailleurs. Parce que si on commence à se dire il faut un Michel Briand et puis une culture collaborative sur le libre pour commencer à faire quelque chose, il n'y a pas beaucoup de territoires qui vont avancer. Donc ça devient plutôt sclérosant qu'autre chose. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose qui est manifeste, et effectivement là on a des territoires très avancés, mais pour le coup, il y a quand même là un moment très clairement, quand on regarde historiquement, notamment du fait de la NCT, de la mission SONUME, du plan de relance, qui fait qu'il y a beaucoup de financement public sur cette question-là. Pour le coup, c'est totalement inédit sur cette. On peut commencer à parler de politique d'inclusion numérique en France, de politique publique d'inclusion numérique. Avant, il y avait des principes, une plateforme, la stratégie, elle commençait à chapitrer un certain nombre de choses sur lesquelles travailler, mais avec pas beaucoup de moyens derrière, vous savez de quoi je parle. À l'inverse, maintenant, il y a finalement le plan de relance, ça offre des leviers pour engager les choses, très clairement. Donc là, on a des acteurs qui ont déjà engagé, qui n'ont pas attendu ça, donc ils peuvent se saisir de ces leviers-là. Ce qu'on note quand on regarde des territoires qui ne savaient pas comment attraper cette chose, il faut bien se dire que ça fait partie de la compétence d'absolument personne, l'inclusion numérique. Donc, on avait beaucoup d'acteurs localement qui sentaient bien que c'était quelque chose d'important, mais personne ne voulait sortir du rang pour assumer ça financièrement, budgétairement. Non, on n'a nulle part marqué compétences numériques à la région, dans une collectivité ou autre. Et du coup, là, il y a beaucoup de leviers par le biais de la NCT, des appels à manifestation d'intérêt, des conseillers numériques, des Dents Connect. Enfin, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'outils, les passes numériques aussi dont on a parlé, dont les collectivités, les territoires peuvent s'emparer pour commencer, pour réfléchir les choses, se mettre au boulot, en fait. Parce que ça ne sert à rien de transférer des réflexions qui ont été faites ailleurs. Il faut se poser des questions à partir de son territoire et arriver, parce que quand on regarde comment ça fonctionne, c'est à peu près toujours les mêmes diagnostics qui sont faits. Et qui est-ce qui est où, qui fait quoi, l'interconnaissance, la création d'un réseau, la coopération. Parce que sur ce sujet-là, non seulement il ne s'arrête pas, mais en plus il est par définition transversal à tout. D'où le terme pervasif qui est employé par un chercheur, c'est-à-dire qu'il est partout transversal dans la société et à travers cette société-là. Du coup, il concerne tous les acteurs. C'est pour ça qu'on le retrouve. Un agent dans un secrétariat de mairie, il est concerné professionnellement, il est concerné personnellement, il est concerné comme proche de ses parents pour aider à la télédéclaration d'impôts. Pour information, mais Antoine, vous le savez, l'affaire de tous, de fait, les aides, quand on ne sait pas faire sur Internet, c'est à plus de 80% d'après les baromètres qui existent, des proches qui le font et pas des professionnels. Donc c'est déjà l'affaire de beaucoup. Mais il y aurait, pour le coup, ça, je pense que c'est quelque chose qui serait à réfléchir, mais je ne sais pas du tout comment on pourrait l'appareiller en termes de politique publique. Je pense qu'il y aura un intérêt très grand à ce que la majorité de la population monte en compétences numériques, parce qu'elle deviendrait un aidant numérique, pour le coup, beaucoup plus efficace de ceux qui, pour X raisons, ou ne peuvent pas, ou sont trop âgés, ou n'ont pas envie aussi, puisqu'il y a effectivement des connectés volontaires, ils ne sont pas nombreux, mais ils existent. Et donc l'aide serait d'une autre facture. Après, je suis toujours un peu, la délégation au tiers secteur et pour le coup, au tiers secteur et aux bénévoles, ça me pose toujours un peu des soucis à un moment où on reconnaît la profession de médiateur numérique, c'est un petit peu éventuellement ambigu. Pour finir sur une chose, à peu près au moins une, le Covid a eu, il me semble, notamment l'intérêt, il faut bien lui en trouver, de faire un travail de sensibilisation des élus sur ce que c'était que le numérique dans la société qu'on n'aurait pas réussi à mettre en œuvre, même avec les meilleurs Internet connectés du monde, je pense. Voilà. Très clairement, on se rendait compte, nous, catalyseur de prise de conscience. Oui, parce qu'on faisait beaucoup, pas à pas, il y a eu une remontée des besoins. On s'est rendu compte que les professionnels, donc les agents, qui très très souvent, en leur nom propre, allaient chercher de l'information, voire de la formation, et pas du tout au nom de leur institution. Les institutions étaient derrière. On a beaucoup vu pour faire des formations au CNFPT avec Elisabeth pendant longtemps. C'était des agents qui venaient sur leur propre programme de formation. C'est pas la collectivité qui disait va te former haut. On est maintenant là-dedans. Et ce qui apparaissait très rapidement, c'est qu'il fallait arriver à
faire de la sensibilisation, voire convaincre les élus de l'importance de ce sujet-là, qui encore une fois n'est une compétence de personne. Là, pour le coup, il y a eu un effet manifeste, et je pense à des tas de niveaux différents d'élus, pour le coup, avec des mandats différents. La continuité pédagogique et la question sur des gamins, pas par les enfants, le fait que le matériel n'était pas adapté, donc un retour de la fracture de premier niveau dont on parlait ce matin. On peut, un smartphone, c'est bien, c'est l'outil de connexion principal, c'est bien pour faire certains trucs, mais pour suivre des visioconférences ou suivre des cours sur Pronote, c'est beaucoup plus complexe, donc il faut aussi avoir des matériaux qui permettent certains usages. Tout ça, ça a permis toutes ces histoires de fractures, il y a eu un effet d'apprentissage par le Covid, finalement, parce qu'on s'est rendu compte du matériel et des usages par cet effet-là. Il y a un travail d'intéressement, on appelle ça en sciences politiques, pour dire rapidement, qui a quand même été beaucoup fait là-dessus, et je pense qu'il permet de gagner du temps. Du coup, on est à un moment quand même charnière où il y a des financements d'État, une volonté clairement affichée, des tas d'outils et de leviers qui peuvent servir à une prise de conscience des élus. À mon avis, maintenant, ce qui est hyper important, en fait, c'est de ralentir. Alors, pourquoi ralentir ? Parce il y a quand même une tendance, et qui se comprend, à une logique de rattrapage, parce que il ne me semble pas qu'on soit très avancé en France en termes d'éducation au numérique de manière globale. C'est des sujets qui ressortent beaucoup sur des questions de traçabilité, etc. Mais on voit bien que quand on parle très rapidement, il y avait un atelier ce matin, quand on est sur des questions de données, sur l'inclusion numérique ou autre, on a des effets de dérive dans la discussion sur les fake news, la force des réseaux sociaux, etc. Parce que c'est une prise de pouvoir phénoménale et on se rend compte qu'il y a des enjeux démocratiques qui sont vraiment pas anecdotiques pour le coup. Donc il y a une question d'éducation à la citoyenneté numérique qui se pose fortement sur la souveraineté, pas simplement les GAFAM et autres. Et pour le coup, comme on est dans une logique de rattrapage sur les usages, la tendance c'est d'aider les gens aux usages. Je ne suis pas sûr que le plus intéressant aujourd'hui, ça soit que d'aider uniquement les gens à faire leurs déclarations en ligne et à aller sur les réseaux sociaux pour parler avec leurs petits-enfants. Ou alors à savoir ce que c'est que les réseaux sociaux. Voilà. Il y a un travail où il faut ralentir pour prendre le temps une bonne fois d'expliquer ce que c'est en termes vraiment d'éducation numérique, comment ça marche, quoi. Et sur ça, en France, c'est des endroits où la culture scientifique, pour le coup, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais il y a des médiateurs numériques qui déplorent ça, pour le coup. C'est-à-dire qu'on ne prenne pas le temps, ils sont souvent libristes, c'est vrai, ils disent on apprend beaucoup aux usages, mais ils ne comprennent pas les outils. C'est quoi ces technologies ? Comment elles sont construites ? Qu'est-ce qu'elles font ? Quand on a une entrée par ces outils technologiques, on comprend tous les usages derrière. Quand on fait dans l'autre sens, on est un peu, comme disait l'Académie des sciences, on devient un peu des consommateurs des applications mobiles, enfin des applications, des usages numériques qui sont produits beaucoup par d'autres. Et du coup, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a vraiment un enjeu, et on le voit sur le terrain, l'enjeu de faire passer du « je viens parce que j'ai besoin d'être aidé sur ma télédéclaration d'impôt », ça sera le parangon, à venez comprendre ce que c'est que le numérique. Ça, cette marche-là est très élevée, pour le coup, parce qu'on peut faire à la place des gens, et à mon avis, il faut pour un certain nombre qui n'ont pas envie d'y aller, dont acte, ça suppose des moyens humains, mais il y en a beaucoup qui pensent, enfin, qui sont à l'aise, mais qui ne comprennent quand même pas très bien ce que c'est que tous ces outils. Et ces effets-là, on les retrouve en termes de citoyenneté numérique derrière, voilà, sur les réseaux sociaux, les fake news, comment ça fonctionne, voilà. Et ça a des incidences politiques qui sont extrêmement fortes. Un vrai enjeu, donc, un vrai enjeu de vitalité démocratique que vous venez d'évoquer. Merci infiniment, Pierre. Merci à tous les 5 d'être venus pour échanger sur les enjeux de l'e-inclusion. Vous pourrez retrouver cette émission en replay ainsi que différentes ressources sur la plateforme Aginum ainsi que très vite sur la chaîne YouTube. Demain à 12h45, rendez-vous avec Sophie Woodville qui animera la fenêtre et pour ma part à 14h30 en direct ici au même endroit. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Thank you.